Après cette période de solde, nous n'avons plus un rond, plus un fly, rien. Le Black Friday, ça nous a foutu sur la paille. Alors du coup, pour cette émission, on ne peut pas se payer de jingle. Cette émission sera entièrement bruitée à la bouche. Cela ne nous empêche pas de remercier Carotte, Tot, Chevonne, El Pouillou, Stéphane, Warloff et Cobal quand même. Parce que c'est toujours à la bouche de toute façon. Voilà, on a dépensé tous leurs sous. Donnez-nous plus. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui vraiment est très particulier. C'était une version courte du générique. Oui, en 2 minutes, ça aurait été un peu con. Coucou les gens, bienvenue dans cette fantastique émission entièrement bruitée à la bouche, car nous allons vous faire tous les jingles à la bouche. Nous allons enfin mettre l'organe de Thierry à l'honneur, ce que nous ne faisons que très rarement. Et cette phrase n'a aucun double sens. Bonjour Thierry, et je suis ravi que tu m'accompagnes aujourd'hui pour cette émission. Moi aussi, je suis ravi. Non, c'était pas à l'Express. C'est pas Alors moi, je sais pas, on m'a dit d'envoyer des jingles, j'envoie. Moi, j'envoie, on me parle de mon organe, j'envoie. Et à la technique vocale, le live jockey, c'est encore Thio. Le live jockey, c'est toujours Thio, qui va aussi parler quand même. Normalement après. Voilà, après il va faire un effort. Pour une émission vraiment très particulière, car elle n'a ni online, ni express. Une émission un peu light, où nous allons vous faire juste des chroniques de qualité pour vous parler de... Et j'avais pas le bon programme dans les yeux. Vertige Nocturne, un air de gravité, le fils de l'Ursari, le numéro 1 des Crocs, le numéro 1 d'Amazing Grace et le tome 2 des Ravencroft. Et c'est pas mal tout ça. C'est un beau programme. Et donc, voilà, il n'y a pas d'online. Donc, il n'y a même pas besoin de faire le jingle online. Online Tidong. Aujourd'hui, pas de online. C'est beau. Et ben, on va pouvoir passer aux chroniques. On va passer aux chroniques. Ting, 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 ting. Et on va donc commencer par Tizak, Vertige Nocturne. C'est génial, on n'a rien préparé, c'est un pur moment de bonheur, c'est doublage à la fois. Donc Vertige Nocturne, pour répondre à Azertov, oui, c'est encore un Glénat, c'est comme ça tombe comme ça, je suis absolument désolé. Voici donc Vertige Nocturne. Nous allons donc suivre les aventures de 2 personnages, Lucio et Lucia, qui, une fois la nuit venue, se transforment, se métamorphosent contre leur gré en oiseaux de proie gigantesques. Comment cela se fait-il ? Eh bien, cette histoire leur est arrivée suite à un spectacle dans lequel une espèce de sorcier, une espèce de mesmer, a décidé de les faire participer à son spectacle, les a hypnotisés. Et en fait, cette espèce d'hypnotiseur, ce sorcier, leur a jeté un sort. Et à chaque fois que la nuit arrive, ils se transforment en oiseaux, donc en oiseaux gigantesques. Mais ils ne sont pas maîtres d'eux, ils sont une espèce de passagers de leur corps, d'une certaine façon. Et l'oiseau fait ce qu'il veut, des choses pas forcément très, très ragoûtantes, très morales. Eux n'auraient pas fait ça. Et donc, cette situation-là les inquiète, mais ce ne sont pas les seuls à être inquiétés, puisque les autorités, elles aussi, sont inquiètes de cette situation, de ces oiseaux, et des exactions de ces oiseaux, et de la personne qui donc les manipulerait d'une certaine façon, ce fameux sorcier. Donc cette espèce d'exercice ésotérique, horrifique, terrifiant et ornithologique nous fait voyager de nuit à travers la psyché de nos 2 personnages, Lucio et Lucia. C'est très intriguant comme histoire. Ça a l'air d'être une histoire d'horreur bien terrible. Oui, en fait, je t'aurais même dit que d'une certaine façon, ça aurait pu être une espèce de Lovecraft dans l'idée. Clive Barker, j'aurais dit, moi. Plus Hellraiser, tu vois, le côté... Ouais. Peut-être, si tu veux. Non, mais c'est-à-dire que ça touche plus au corporel, tu vois, chez Clive Barker, alors que c'est plus l'esprit chez Lovecraft. Là, ils sont perdus dans leur Lost in Your Mind, quoi. Tu vois, c'est pas Lost in Translation. Et mélange des deux. C'est un mélange des deux, avec des mondes parallèles, avec beaucoup d'ésotérisme, beaucoup de fantastique. Donc j'ai trouvé le pitch intéressant. J'ai trouvé l'idée
même pas de départ. L'idée générale, très intéressante. Les dessins, sont bien posés, sont bien là. Mais Ils sont posés. Le mec, il a mis son dessin et il a dessiné, quoi. il a posé. C'est un truc de ouf. Il a fait ça sur une feuille, t'imagines? il a fait Mais ça sur attends, une c'est un malade, quoi. En fait, je trouve ça très inégal dans le dessin. Il y a des cases ou des planches qui sont absolument géniales. La couverture est magnifique. C'est une tuerie, la couverture. La couverture est magnifique. J'ai 2 regrets. Le premier, c'est le format. Et le deuxième, c'est l'inégalité dans le traitement du dessin, où certains regards sont vraiment morts. Ça manque de mouvement, ça manque de vie. Alors que d'autres planches sont absolument géniales. Le monde fantastique est très bien rendu. Alors, on pourrait voir des références à Alien, voir des références à Matrix. L'horreur viscérale, quoi, voilà. de façon globale. Des choses relatives à Giger aussi. Bon, bref, il y a un petit peu d'inspiration dans ces mondes-là. Mais bon, voilà, c'est globalement une réussite, même si scénaristiquement parlant, pas scénaristiquement parlant, au niveau de la façon dont c'est raconté, au niveau de la narration, il y a des choses qui m'ont dérangé. Voilà, c'est largement perfectible à mon avis, mais sans doute parce que je trouve le pitch intéressant, je trouve le scénario globalement intéressant, et je trouve dommage de ne pas l'avoir suffisamment exploité ou suffisamment réussi. Voilà, je suis un petit peu déçu finalement, parce qu'il y avait encore mieux à en faire. Bien. Thio, quelle est ton opinion sur Vertige Nocturne? Je peux dire tout ce que je pense. Oui. D'une part, j'ai senti... Moi, je vais être honnête, le pitch était sympa. La couve était bien putaclic. Et ensuite, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit « Oh merde, putain, je me suis encore fait enculer, quoi. » Voilà. Si, parce que pour moi, c'est comme... Clair, Mais non, mais... Je te bime. Tu me fais... Non, mais la couve est splendide. Et du coup, je me retrouve dans le bouquin, je l'ouvre, c'est en noir et blanc. Voilà, je me suis senti volé. Vraiment. Parce que je pense que tu le mettais dans les mêmes teintes dans le bouquin. Pourtant, ils nous l'ont offert, Glénat. Ouais, mais... oui, mais bon, écoute, moi, j'ai vu quand tu te sens enflé alors que c'est gratuit, c'est que vraiment, il y a un problème. Alors, après, sur l'histoire, le déroulement, j'ai trouvé ça très bien, je suis bien entré dedans. Mais merde, quoi. Putain, vous nous mettez une superbe couve pour avoir un truc en noir et blanc dedans. Ou soit tu me fais une couve en noir et blanc pour que je sois pas, pas triste. Surtout quand tu t'appelles Glénat, en fait. C'est-à-dire que tu t'attends déjà à un cartonné. Ils ont sorti des bouquins dans ce type, avec des couvertures de ce type. Enfin, ils ont le pognon pour envoyer du bouquin en couleur. Après, c'est vrai aussi. Après, c'est peut-être le dessinateur qui le voulait comme ça. C'est du noir et blanc à la base, c'est une traduction. Hein. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi tu mets une couve en couleur? Parce que toutes les couves sont en couleur en général, c'est rare. Ouais, Même sur les livres en noir et blanc, c'est rare les couves en noir et blanc. Il aurait fallu un trigger dessus. Pour dire, Trigger warning, noir et blanc. Trigger warning, noir et blanc. Une gâchette qui fait boum, je sais pas. Alors moi, je suis pas aussi difficile que toi à ce niveau-là. Effectivement, le format est assez étonnant. Après, je pense que c'est un choix économique parce que c'est un sujet un petit peu risqué dans le côté noir et blanc avec beaucoup de pages. Donc, ils ont peut-être voulu... parce que le noir et blanc ne vend pas, hein, en général, sauf le manga. Alors moi, j'ai trouvé que effectivement la couverture est sublime. L'intérieur est aussi, pour moi, très joli. C'est très bien fait. Ça arrive à très bien représenter l'horreur. Effectivement, il y a un peu ce défaut des visages qui parfois manquent d'expression. On retrouve un petit côté de dessin à la Corben, ou comment il s'appelle, un dessinateur qui a beaucoup dessiné pour le dessinateur de Preacher, Steve Dillon. Steve Dillon. Voilà, et un peu ce côté-là, Steve Dillon. Tu vois, les visages, ils sont un peu manque d'expression, quoi. Et à côté de ça, il y a une mise en scène et une narration qui est superbe, un univers qui est créé qui m'a vraiment beaucoup fait penser à Hellraiser, à toutes ces ambiances-là, où tu es vraiment dans le viscéral, dans la chair, c'est de l'horreur, mais qui te touche au corps, au corporel, où le sang, le sexe, tout est mélangé. T'as Eros et Thanatos, tu retrouves tout ce côté-là, et ça marche très très bien. Et c'est pour moi, dans ce type d'histoire d'horreur, quelque chose de réussi.
avec quand même un petit côté série Z. Série Z bien faite. C'est-à-dire série Z avec du budget, j'ai envie de dire. Parce que c'est bien foutu, mais globalement, on a quand même les avions de l'armée américaine qui vont exploser dans tous les sens, deux, trois nichons de temps en temps, parce que c'est sympa, un petit peu toutes ces recettes qu'on va retrouver dans de la série Z, mais à côté de ça, parfois il y a quelques planches, mais qui sont vraiment très, très, très violentes et viscérales, quoi, enfin, qui sont prenantes. Et la nudité n'est pas gratuite parce que justement elle accentue le côté horrifique et le côté de ces personnages qui sont totalement isolés et seuls à poil face au danger. C'est aussi ça qui est représenté. Ils se réveillent, ils sont à poil dans un univers qu'ils connaissent pas avec des monstres qui essaient de les bouffer. Et je crois que comme situation effrayante, voilà. Donc la nudité n'est pas gratuite, mais ça fait un peu toutes ces recettes de série Z. Voilà. Moi, j'ai trouvé que ça marchait bien, que si on cherche une bonne petite histoire d'horreur, franchement, ça vaut le coup. Voilà. Rien à rajouter, je pense qu'on peut passer à la suite. Voilà. Donc, Vertige Nocturne par Salvador Sanz, c'est chez Glénat. Ping, pong, ping, pong, pong, ping, ping. Et nous passons maintenant donc sur un air de gravité de Foster. Alors, un air de gravité, pour résumer ça, donc c'est... Si vous me coupez, vous n'hésitez pas si j'ai mal compris le truc. Ouais. On va donc suivre des morts qui sont en fait donc tous les résidents, on va dire, du monde qui ont canné, qui se retrouvent en fait sur les bords du Styx, en attendant grosso modo d'être jugés pour savoir s'ils montent ou s'ils descendent. Ils savent pas trop ce qu'ils attendent en fait. Ils savent pas trop non plus. Et on va en fait avoir donc un personnage qui ressemble, enfin qui est Jean-Paul Sartre. Oui, c'est Sartre. Ouais. C'est Sartre qui va en fait. Jean-Paul Sartre, il est mort. Il est mort. Il était pas très très fort en sport. En sport, pas terrible. Truc, ouais. Et du coup, on a donc Sartre qui va donc croiser Nietzsche, Zarathustra de mémoire. On va avoir alors je crois que c'est tout l'humour de Foster qui est comme ça. C'est un humour absurde, et c'est même, je pense, qu'un bouquin entier là sur l'absurde et l'existentialisme. C'est parfois drôle, parfois malaisant, parfois malsain. Parfois, je me suis pas éclaté. Graphiquement, ce qui est joli, c'est que c'est complètement barré, ça part dans tous les sens. Les personnages, voilà, tout le décor, tout le décorum est vraiment, je trouve, excellent. Après, le bouquin de plus de 100 pages là-dessus, c'est pas le truc le plus facile à lire du monde. Maintenant, il y a c'est des petits chapitrages, donc du coup, vous pouvez lire une ou deux aventures et vous arrêter. Revenir après dessus, mais tout vous lire d'une traite, c'est franchement, ça donne mal à la tête. J'adore Forster. J'ai lu certaines de ses histoires dans Spirou, une histoire de marin avec des monstres, un côté un peu Lovecraftien, action et horreur, des trucs un peu épiques, un peu barrés, avec ce trait en noir et blanc très marqué et très torturé, avec aucun trait vraiment droit, des perspectives forcées ou démontées de façon volontaire. On sent que le gars il maîtrise quand même derrière. Ouais, une efficacité dans le bizarre. Tu sais, le bizarre avec un grand B qui marche super bien. Et donc, j'ai vu ce pitch d'histoire, je me suis dit, ouais, trop bien. En plus, le noir et blanc, ça met bien en valeur son travail graphique. Moi, je l'avais lu en couleur. J'ai oublié le nom de la série que je lisais de lui dans Spirou, que j'adorais. Et alors là, ouais, ce côté un peu existentialiste qui part sur des histoires de mort, sur Sartre. Alors là, le problème, c'est que je pense que j'ai pas le niveau en philosophie pour complètement tout comprendre et tout apprécier, j'ai envie de dire. C'était Starbuck dans Spirou. Starbuck, merci, voilà, c'était trop bien, Starbuck. C'est à la fois existentiel et absurde, en fait. Ouais, et il y a ce côté absurde, parce qu'en gros, pour résumer, chaque personnage va nous raconter des petites histoires, et donc c'est plein d'histoires courtes, qui partent en vrille. Donc on va voir ces personnages qui sont poursuivis par des anges à poil, et qui se transforment en une sorte de monstre, enfin c'est... qui se transforment dans ces formes d'anges monstrueux, qui perdent totalement l'esprit. Enfin, on retrouve un peu le côté Poe
Edgar Poe au niveau de ses nouvelles histoires extraordinaires. Oui, mais Edgar Poe, mais en plus absurde encore. Oui, parce qu'il y a un début et une fin quand même. Là, si tu veux, tu pars dans un truc, c'est en attendant Godot, quoi. Mais le bouquin m'est tombé des mains, je l'ai pas fini en fait. J'ai pas réussi parce que tu vois des trucs qui sont sympas, mais j'ai raté plein de choses. Il y a plein d'idées, tu dis c'est une super idée, mais ça tenait pas la route, quoi. J'ai pas réussi à accrocher. Alors que ça part dans des gros délires, du n'importe quoi, du fun avec ce graphisme que j'adore. Hein. Et il y a cette déception il y avait tout ce qu'il fallait pour que j'adore, mais j'ai pas compris. Après, comme je te disais, dans Spirou, du coup, c'est des petites histoires qui étaient chaque semaine. Starbucks, non, c'était l'histoire à suivre, c'était les albums, il me semble, dans mon souvenir. Hein. Parce que là, du coup, moi, je pense que si tu le prends en petites historiettes, tu vois, juste sur un petit chapitre, je pense que ça passe, tu vois, le temps d'un café, tu vois, tu fais ta petite historiette, tu bois ton café, ça passe crème. Merci pour le jeu de mots. Et du coup, c'était mais tu relèves plus rien, c'est fini, tu me parles plus. Non, je suis en train de réfléchir. Mais là, c'est vraiment trop dense, quoi. Après, clairement, comme tu dis, au niveau du dessin, ça envoie. Il y a des trucs qui sont totalement barrés, mais tu sens qu'il y a un travail de malade, quoi, pour le faire. Mais c'est vraiment indigeste, vraiment très indigeste. C'était un peu le problème, et voilà, une petite déception. Alors qu'il y avait vraiment, ce que je dis, tout ce qu'il fallait pour que ça me plaise à la base. Moi, je vous avoue que c'est un petit peu dommage parce que le pitch me plaît beaucoup. Et quand j'ouvre le bouquin, c'est le dessin qui me bloque, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est rédhibitoire le dessin comme ça. Il y a déjà beaucoup de dialogue, beaucoup de texte, tu vois, mais avec un dessin aussi chargé. Tu vois, il y a du chargé à la David B, et il y a du chargé comme ça qui part dans tous les sens, qui explose dans tous les sens, qui est totalement distordu, etc. Ce qui est rigolo, c'est que ça ne m'étonne pas, parce que franchement, je pense que t'aurais, là où nous, on a accroché au dessin, je comprends, connaissant un peu tes goûts, que tu n'accroches pas, mais je pense que tu aurais peut-être plus accroché aux histoires. Moi, sur le fond, le pitch me botte à fond, quoi. Voilà, c'est... il a fait un truc étrange. Allez, on retourne à Toulouse. Voilà, que les autres fassent un peu les voix, bordel. Le fils de Lursari, de Cyril Pomès, Isabelle Merlet, d'après le roman de Xavier Laurent Petit. Mais que nous raconte donc le fils de Lursari ? Alors les Ursari, ce sont des dresseurs d'ours. Je cherche des tziganes, des roms, quoi. Et on va suivre en fait une famille qui se retrouve un peu emmerdée parce qu'ils ont eu plein de soucis. Ils se font virer des endroits où ils sont, ils perdent leur ours. On n'est pas en France au début. Hein. Ouais, on n'est pas en France, on est sur les frontières. Et pour essayer de s'en sortir, ils se rapprochent de la grande ville, Paris. Ils se retrouvent en banlieue. Et là, ils se retrouvent un peu exploités par les gens qui gèrent les taudis, quoi, hein, qui leur font faire des petits boulots, des petits larcins, et qui essaient d'exploiter toute la famille. Et dans la famille, on va suivre en particulier le jeune garçon, dont j'ai oublié le nom, parce que je suis nul en nom. Cyprien. Voilà, Cyprien, qui va avoir ce regard naïf, très sur cette grande ville dont il attend beaucoup de choses. Et qui ne comprend pas tout ce qui se passe, où il a du mal aussi avec le français, donc il mélange un peu les mots. Et puis qui s'inquiète pour sa famille, qui essaie de comprendre comment s'en sortir, et qui, en parallèle de ça, découvre les échecs en regardant des vieux qui sont en train de jouer sur des échecs dans la rue, quoi. Et qui les découvre, et dont on découvre très vite qu'il a un don pour ça, et que c'est peut-être ce don-là qui pourrait lui permettre de se faire remarquer, de sortir de sa misère. Je connaissais pas du tout le roman original, même si apparemment on a beaucoup parlé de ce roman dans le milieu de la littérature jeunesse. C'est quelque chose qui apparemment a beaucoup marché. J'ai vraiment trouvé que c'était une très belle histoire. Je me suis vraiment attaché à tous ces personnages, au gamin, à ce qui lui arrive là-dedans, à cette façon qu'il a déformé les mots, et puis il y a cette représentation de ce que peut endurer une famille rome, avec les exactions qu'elle va faire aussi, hein, pour survivre, avec cette
mentalité, parce qu'ils ont une histoire, des coutumes qu'on ne comprend pas forcément. Et là, on est chez eux, on est dans leur tête. Et l'étranger, c'est le gadjo, quoi. C'est nous, les étrangers. Et ce retournement de point de vue, je le trouve plutôt bien amené, dans une histoire qu'en plus est vraiment dressée par un dessin de Cyril Pomès qui éclate. On a parlé de la lettre près dans l'émission précédente. Là, vraiment, il y a quelque chose qui éclate avec des jeux sur la mise en forme, sur la mise en scène, sur la perspective, sur un dessin qui est beaucoup plus lâché, qui va beaucoup plus dans le dynamisme, et quelque chose de très... Voilà, qui marche super bien, avec en plus des couleurs d'Isabelle Merlet qui fonctionnent à merveille pour créer les ambiances. Ça peut être chaud, ça peut être sale, ça peut être plaisant, ça peut être familial avec quelque chose d'un peu cocooning alors qu'on est dans la crasse la plus totale. Ça fonctionne vraiment très, très, très bien au niveau des couleurs, effectivement. Voilà. Moi, je trouvais que c'était un très très bon album. J'ai passé un très très bon moment à le lire. J'ai du mal à situer le public. Je pense que c'est vraiment une bande dessinée jeunesse qui vise les jeunes pour montrer des autres, pour montrer un autre point de vue. Mais c'est du jeunesse qui prend pas les enfants pour des cons, et je trouve pour le coup qui n'hésite pas à montrer ce côté violent aussi de l'histoire. Et je l'ai trouvé plutôt bien réussi. Voilà, un bon album. J'ai passé un bon moment. Messieurs, Thio. Oui, tu te frottes. Pas bon signe, je me frotte, c'est pas bon signe. Vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis pas vraiment régalé, quoi. Alors, c'est vrai qu'on suit donc l'histoire de ces Roms qui vont nous décrire en fait toute la misère humaine, quoi. Clairement, ils partent de leur pays, ils arrivent ici, ils ont plus rien, ils se retrouvent finalement avec des dettes à devoir payer, donc chacun va devoir aller de son petit malfrat. C'est triste. Ah oui, c'est affligeant. Et la petite réussite du gamin par rapport aux échecs, c'est cool, mais après, voilà, je trouve quand même ça fait un peu des Deus ex machina, quoi. D'un coup, en fait, le mec qu'il rencontre, finalement, il était commissaire de police. Mais attention, c'était pas le petit commissaire, non, c'était le commissaire de police qui, du coup, enfin, tu fais, wow, les gars. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est pardonnable parce que c'est pour les enfants. C'est-à-dire que c'est... Non, mais c'est simplifié, si tu veux, au niveau de la narration et du coup des rencontres, et tu vas pas pouvoir en faire 600 pages avec la personne qui va chercher la personne qui va chercher... Voilà. Il faut que chaque personnage, peut-être, ils ont peut-être des doubles casquettes ou des triples casquettes. C'est le même personnage qui va jouer le rôle de la joueuse d'échecs et de la pseudo-maman et de l'assistante sociale. C'est le même personnage qui va jouer le rôle et du flic et du joueur d'échecs et de l'ami de machin. Voilà, c'est, à mon sens, c'est dans ce sens-là que c'est fait pour les enfants. On prend un peu des raccourcis pour simplifier la vie et éviter de rajouter une kyrielle de situations et de personnages. À mon sens, c'est peut-être une façon d'excuser effectivement, je suis d'accord avec toi, le côté baguette magique qui fait que du coup ça marche au niveau du scénario. Moi, ce que j'aime au niveau du scénario, c'est pas tant le scénario que l'adaptation du scénario. Parce qu'on sent pas l'adaptation. On a l'impression que le scénario a été créé pour la bande dessinée dans ce format-là, avec ce nombre de pages-là, et à aucun moment je sens des raccourcis, des digressions, ou à l'inverse, on tranche à la serpe parce qu'on a besoin d'aller plus vite. Voilà. Je trouve que l'adaptation du scénario est une vraie réussite. Je trouve que le dessin, les choix, les cadrages, la mise en page, c'est une vraie réussite. Je trouve que les couleurs sont une réussite. Après, ce qui n'est pas une réussite pour moi, c'est un petit peu la multiplicité des thématiques dans la thématique. C'est-à-dire qu'on parle aussi bien de l'intégration dans des Roms, on parle aussi bien d'un petit gamin qui a un don et qui va avoir des aventures. On parle aussi d'une famille qui vit des aventures extrêmement dures avec des passeurs et avec des gens qui exploitent. Voilà, je trouve qu'il y a une multiplicité des thématiques sans que pour autant on en ait forcément une qui s'en dégage plus qu'une autre. Voilà, c'est peut-être ça qui me dérange le plus.
Bon, eh bien, fils de Dursari, on n'est pas tous d'accord sur l'intérêt de cette bande dessinée. Non. Par contre, un coup de chapeau à Cyril Pomès pour son adaptation, pour le dessin. Voilà. Après, ce que vous disiez sur le côté, ce que Thio disait sur le côté un peu facile, les raccourcis, le commissaire, etc. Je pense que c'est parce que c'est une histoire pas vraie, en fait. C'est aussi ça que ça nous montre, mais c'est aussi pour montrer qu'il y a des gens qui aident, des gens qui essayent de faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et là, ils vont vers quelque chose de sympathique, on va dire. Mais ouais, Mais effectivement, tu as raison sur le fait que c'est parfois un petit peu facile au niveau des résolutions des problèmes. On peut passer à la suite. C'est à toi de faire un jingle, Thio. Oh, désolé, j'ai ripé sur la touche. Vas-y. Mais tu traînes, là. Rapide sur le jingle. Tim, 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 tim. Ah, c'était Motus, désolé. Oh là là, non, mais fais-nous le bon jingle, s'il te plaît. Non, j'arriverai pas à le faire parce que je l'ai pas en tête. Il y a deux jingles qui sont partis en même temps. Mais pas les mêmes. Oui, non, il y a la version longue et la version courte, parce qu'il y a les deux versions qui existent. Toi, tu as fait la version longue, moi j'ai fait la version courte. Ok, moi je vais vous parler donc des crocs. Alors les crocs, rien à voir avec les crocs, hein. Je veux dire, c'est pas les pompes. Ah merde, c'est pas les non, pompes. non, je fais pas de pub moi pour ça. Ces trucs, c'est plus des pieds en fait, avec des trucs pareils. J'ai jamais mis le pied dedans. Pareil, si, mais bon. Les crocs, ça va nous raconter l'histoire de Marie-Myriam, de Céline et de Colin, des jumeaux, dont les parents font un formidable métier. Ils sont entrepreneurs de pompes funèbres. Ce qui fait que forcément, dans leur village, ils se sont fait plein de potes à l'école. Ils ont plein de super surnoms de la part de leurs collègues du collège. Les croque-mitaines, les croque-machin, les croque-bidules, les trucs. Voilà. Bon, ils sont forcément super bien aimés, jusqu'au moment où l'un de leurs harceleurs va aller un peu trop loin et en fait, ça va finir qu'il va se faire défoncer la gueule, quoi. Sauf que, toujours dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? à coup de crocs ? Non. À coup de figue molle. Et forcément, à ce moment-là, ça finit mal parce que Céline et Colin sont jugés responsables et que c'est eux qui sont expulsés du collège. Donc là, souci, les parents sont furieux. Enfin, ce sont d'ailleurs des parents qui sont super... pas disponibles. Pas disponibles dans leur boulot, quoi. Hein. Et puis surtout, on a une grosse cérémonie, vous pourriez ne pas faire de bruit cet après-midi, parce que, oui, en fait, ils habitent juste au-dessus du salon de réception pour les enterrements. Donc c'est super quand t'es gosse d'avoir une vie d'enfant, tu ne peux pas faire de bruit chez toi, quoi. Donc ils se retrouvent expulsés du collège et obligés de rester donc, dans le cimetière et dans l'entreprise de pompes funèbres de papa et maman. Chouette week-end en perspective. Donc c'est la fête, hein, comme c'est la fête. Alors du coup, ils se retrouvent ils vont devoir aider Poussin, en fait, le graveur de pierre tombale, dans son travail. Donc ils vont nettoyer un peu le cimetière et Poussin va commencer à leur raconter des histoires qui font peur au début, et puis il va les mettre sur la piste de signes étranges qui sont en fait sur certaines pierres tombales. Et les gamins en fait vont être vont se prendre au jeu. Ils vont se prendre au jeu, ils vont être happés par ça, et donc du coup ils vont chercher la signification des symboles. Et on va avoir un suspense qui va monter petit à petit pour arriver à la fin du tome 1 où on est vraiment sur le climax. Et là il se passe des choses. Tu fais putain, votre race, il faut le tome 2. Quand tu fais putain, votre race, faut le tome 2, c'est plutôt une bonne appréciation. C'est une bonne appréciation parce que tu les laisses vraiment à un moment donné, tu te dis, mais non, merde, non, les gars, putain, ne déconnez pas, quoi. Tu sais, c'est comme, tu vois, l'épisode de ta série préférée où tu sais qu'il faut t'attendre la semaine prochaine. Tu vois, c'est pas Netflix. Voir 3 mois parce que c'est la fin de saison. Oui, aussi, peut-être, mais voilà. Là, c'est 1 an en général entre 2 tomes. Le tome 2 vient de sortir. Le tome 2 vient de sortir parce que j'avais du retard. J'ai vu la couve. Voilà, au niveau du scénario, moi je peux vous dire, je me suis régalé. C'est très fun, très drôle. Même si on va pas dire l'ambiance au départ peut-être d'un cimetière, c'est pas le truc le plus heureux du monde, mais c'est très très bien raconté. Et comme je vous dis, vraiment, il y a vraiment une montée du suspense et du côté thriller qu'il y a pour les gosses. Au niveau du dessin, alors il m'a pas laissé un grand souvenir. Dans le sens où là, tu vois, visuellement, je l'ai même plus en tête. C'est un très simplifié. C'est un trait très simple, mais avec beaucoup des tons assez pastels. Mais ça fonctionne nickel, quoi. Et quand t'as Poussin qui te raconte les vieilles histoires du cimetière, du coup, tu changes, tu te retrouves sur des teintes un peu sépia dans le dessin. Et tu vois, quand je le fais, c'est vrai que ça revient. Et c'est vrai que du coup, c'est très joli, quoi. Bon, voilà. Moi, je vous dirais franchement, une bonne découverte. C'est un cadeau qu'on m'a fait
sans y croire. Et honnêtement, je me suis régalé. J'ai passé un très bon moment alors que j'y suis allé pas forcément avec un enthousiasme de dingue. Ça peinait à mon sens un petit peu à trouver ses marques au démarrage pour savoir vers où ça allait aller. Mais au final, le premier tiers du bouquin passé, bim bam boum, il y a plein de choses, plein de possibilités et je me suis laissé prendre au jeu et comme Mathieu, quand tu arrives à la fin du premier tome, tu fais il nous faut la suite en fait. Donc effectivement, quand tu te dis ça à la fin du bouquin, c'est que c'est plutôt une réussite. Le dessin m'a pas laissé un souvenir impérissable au niveau des personnages. Par contre, au niveau des décors ou de certains éléments de détail, ça m'a beaucoup plu. Les cadrages ou certains choix de mise en page m'ont plu également. Et la couleur, pour le coup, elle est vraiment top. Voilà, donc Léa Mazet qui est et au scénario, au dessin et à la couleur. Voilà, c'est un très bon boulot et ça donne envie pour Oh pardon, j'ai lancé le jingle sans faire exprès. Vas-y, continue. C'est vraiment la périenne, je trouve. Il y a rien à en tirer. Non mais je voulais qu'on soit réaliste avec les jingles et tout, que ça. Non, c'est moi qui suis la technique. Moi, je me rappelle. Pardon. Donc oui, t'as vu, je t'ai coupé alors que t'avais dit ce que t'avais à dire quand même, juste à la fin. Non, raconte tes trucs, toi, parce que je sens que t'es pas très emballé. Moi, je l'ai pas lu en fait. Par contre, contre, je suis passé mais vraiment à côté. Pour vous dire à quel point je suis passé à côté. À Saint-Malo l'an dernier, Léa Mazet était présente. Et alors dans le genre, la personne la plus demandée du festival, c'était elle. Elle comprenait pas trop ce qui lui arrivait. Elle avait la tête de dire non mais attendez là, voilà. J'ai croisé son regard désespéré à dire mon Dieu, c'est trop bien ce qui m'arrive, mais je sais pas trop quoi faire. Non, ça c'est parce qu'elle t'a vu, Pierrick. Voilà. Non, pourtant j'avais pas le nez comme je l'ai à l'heure actuelle. Oui, mais elle a vu ton grand front. Mon grand front. Parce que mon nez, par contre, qu'est-ce que ça marche bien pour séduire les filles? Elles me regardent toutes. Voilà. Quasimodo disait pareil. Voilà. Bref, non, ça a l'air très très bien et celui-là, je pense que je vais repartir avec quand même parce que. Oui, donc ça vaut le coup. Puis c'est relativement vite lu. Non, mais autant, c'est quoi, tu le mettras sur BD Canaille, je pense, avec ta fille. Ouais, ah ouais, à ce moment-là, sur Canaille BD, tu penses que. Non, elle est trop jeune encore. Trop jeune encore. Ouais, à la fin, ça va. C'est assez rare d'avoir des thrillers pour gamins. Ouais. On a eu la Brigade des cauchemars qui était pas mal. Dans un cimetière sans passer par la case vampire et squelette. Voilà, je trouve le pitch vraiment bien et bien mené. Donc vivement la suite. Ok, on peut passer à la suite. Alors tout à l'heure, en fait, il y a eu un petit souci lors des trucs. Voilà. Pas parce que c'était moi qui devais chroniquer les crocs. C'est ça, mais en fait, voilà. Je devais faire la croque-nique. Voilà. Tu veux faire Amazing Race ou Moi, je veux bien faire Amazing Race, c'est laisser les Gravencroft derrière. Alors par contre, ce qui est clair, on fait un échange en direct live. Vas-y, je te le laisse. En direct live. Puis moi, je vais y aller. Je vais me faire un café. Ah oui, bien. Je veux bien. Vas-y. Envoie les cafés. Ah pardon. Tu sais quoi, regarde, je te fais des cafés pendant que tu fais le truc. Amazing Grace de. Alors, Amazing Grace de Bruno Bessadi. Ducoudray, Bessedai et Alkier. Non, excuse-moi. Amazing Grace de Bruno Bessadi et Rien de Ducoudray. Dans la collection, je ne sais plus comment, Grindhouse, chez Glénat, nous raconte l'histoire d'un monde post-apocalyptique en 2035 aux USA. Nous sommes 8 ans après une apocalypse. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Tout a été ravagé. Il y a eu un hiver nucléaire, la totale. Et certains enfants deviennent des mutants et commencent à devenir un peu simiesques et dangereux. Et nous allons donc suivre l'histoire d'un homme qui est avec sa fille à errer à travers les États-Unis en essayant de s'en sortir et faire diverses rencontres plus ou moins agréables. Et le fait que sa fille soit une mutante mais qu'elle ait l'air sous contrôle intéresse certaines personnes dans leur environnement. Il y a du Walking Dead dans cette histoire. Je le cacherai pas au niveau de l'ambiance, avec le père et l'enfant qui se baladent dans la nature entourés de dangers et des gens qui veulent profiter d'eux. Il y a quand même une nuance du fait que la jeune fille est particulière, a ce côté mutant qui se transforme juste en monstre dans l'idée, et elle est velue, elle peut avoir des griffes qui sortent, devenir très violente.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer ce rapport que peuvent avoir les enfants qui grandissent dans un monde post-apocalyptique et avoir des rapports différents au monde et des repères complètement déformés par rapport à la morale classique, on va dire standard. C'est un sujet qui avait été déjà abordé dans Walking Dead, avec le rôle du fils, mais qui est là et poussé vraiment à son extrême, car c'est le sujet central de cette histoire. C'est plutôt... un café pour la 12. Café pour la gousse. C'est plutôt bien amené. On retrouve le trait de Bruno Bessadi, que nous, on aime beaucoup, qui, pour le coup, est vraiment rentré dans une esthétique comics à donf, avec du 3 bandes par planche, même si là, on est sur un grand format pour du comics, mais un petit format pour de la bande dessinée. On est entre les deux. Un travail de mise en scène... avec des images qui sortent des planches, avec une dynamique dans la narration. Voilà, quelque chose vraiment très agréable. Si vous connaissez déjà Bruno Bessadi, vous savez aussi qu'il a changé son style, parce que là, il est sur de la colorisation sur du dessin, du crayonné direct. Donc c'est du crayonné beaucoup plus travaillé qu'un crayonné standard, mais qui est colorisé en live par... Fabien Alquier, d'où le fait que je pense qu'il soit sur la couverture, parce que le travail du coloriste est vraiment, pour le coup, particulièrement prégnant. Et voilà, c'est touchant, c'est attachant, mais c'est un peu côté déjà vu. On est dans une collection de Grindhouse qui sonne la série B, au niveau du nom. C'est quelque chose qui est totalement admis, qui est totalement assumé, ce qui fait que voilà, on passe un bon moment avec cette BD et peut-être que la suite pourrait relever le niveau en apportant quelque chose en plus qui ferait que ce serait une BD au top de la mort, quoi. Là, c'est juste une bonne BD. Taïo. Thio. Putain, juste quand je m'assois. Juste quand il s'assoit, qu'il fait des SMS. Voilà, j'ai même pas pu du coup prendre mon café. Enfin bon. Non. Donc non, je serais pas aussi dur que toi en fait. Toi, tu vois, là, tu me dis que c'est une sorte de ressucé du truc. Ouais, mais. Super sucé, je dis thème classique. C'est vraiment. Ouais. Thème classique, ouais, mais. C'est le traitement qui est important. Ouais, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Après, je suis d'accord avec toi que tu te retrouves, oui, sur une sorte de thème de Walking Dead où tu te retrouves avec ton personnage, avec son enfant, qui va aller à chaque fois, il va se retrouver dans une société, et puis du coup, ça va s'échouer, il va y avoir une merde, il va repartir sur la route. Oui, mais je sais pas, c'est à la fois une ressucée sans en être une. Oui, non, ça approfondit le sujet, vraiment, et bien. Je dis pas le contraire. Donc voilà, je suis... C'est pas juste un Walking Dead. Ah non, disons juste que Walking Dead, on a lu 35 tomes. Je veux dire, à un moment donné, ils ont pu aller très très loin dans le sujet. Là, on est sur un tome 1. Alors certes, c'est un gros volume. Il y a pas mal de pages. Il y en a, je sais plus, j'ai pas le numéro de page dedans, mais il y en a un bon paquet. Bon, après, il y a un beau bonus pour la première édition. Voilà, il y a une centaine de pages. Voilà. Donc, c'est un gros pavé. Mais voilà, ils nous ont bien mis les choses en place. Il y a une histoire qui est intéressante, une intrigue intrigante. On a envie d'aller à fond là-dedans. Saura-t-on un jour l'origine du mal? Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet. En tout cas, ça n'a pas l'air de l'être du tout. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi ça m'a plu. C'est-à-dire qu'on ne se perd pas sur un tome 1 à vouloir absolument poser les bases du monde et de l'univers dans lequel on est. On va tout de suite à l'essentiel, c'est-à-dire la survie et ce qui se passe pour nos personnages. Et du coup, je trouve que assez rapidement, on arrive du coup à s'attacher aux personnages sur ce tome. On est à l'essentiel et il leur arrive des choses. On n'est pas dans un tome de mise en place, je trouve. Honnêtement, ce tome-là, il pourrait arriver en tome 2, en tome 3, en tome 4 dans une autre série. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on est tout de suite dans le vécu de nos deux personnages, le père et la fille. Pour autant, on comprend très bien qu'on est sur un mix entre La planète des singes et La route, avec un je ne sais quoi d'un autre film de Disney là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, moi, vraiment, j'ai passé, alors que je ne suis pas fan de Walking Dead, etc., une
Moi, qui j'ai pourtant passé- démarre comme ça, Walking Dead. Hein. Ils cherchent pas à expliquer, c'est pareil. Hein. J'ai trouvé la mise en place, mais le début de Walking Dead m'a pas dégoûté. Hein. Non, C'est sur la suite où je me suis fait chier. J'ai trouvé la mise en place très intéressante. J'ai trouvé le choix des cases relativement dépouillé. On n'en fait pas des caisses. Pareil, très intéressant. Et moi, je trouve que le dessin de Bruno est, voilà, donne vraiment une grande ampleur au bouquin, quoi. Je vais pas dire que ça s'appuie que là-dessus, parce que j'aime beaucoup le travail de Ducoudray. Mais là, vraiment, je trouve que le dessin apporte vraiment beaucoup. Les couleurs apportent vraiment beaucoup. Et on va tout de suite à l'essentiel dans le choix narratif qui a été fait, dans le choix scénaristique qui a été fait. Pour moi, c'est un super premier tome. Je vais reprendre quand même un de tes arguments, alors même si on est sur un format un peu à l'américaine, mais tu dis, ouais, c'est un premier tome qui va plus loin, on dirait que ça pourrait être un deuxième tome chez d'autres. Enfin bon, il y a 100 pages, un premier tome en franco-belge, c'est 46, donc si tu fais 2 fois 46, ça fait à peu près 100 pages, donc oui, ils peuvent aller un peu plus loin aussi, parce qu'ils ont une pagination qui le permet. Il y a ce jeu-là. Après, contre-argument, on est sur une narration de type comics, donc beaucoup plus resserrée, beaucoup plus dense à ce niveau-là, donc voilà, ça correspond à 4 albums comics. Enfin bon, on s'en fout. Mais oui, il a de la place quoi pour faire son démarrage. Il a de la place pour le faire bien. Et il le fait bien. Ce que tout le monde n'a pas la chance de faire dans un format plus classique, on va dire. Moi, en tout cas, ça m'a donné vraiment très envie, alors que fondamentalement, le post-apo de ce type-là, c'est pas fondamentalement ma came. Là, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais vraiment, voilà, c'est tip-top, c'est dynamique. Effectivement, au niveau du scénario, on n'a pas réinventé la poudre, hein, mais la narration est bonne et le dessin est très bon. Et la couleur est au top. Donc bref, voilà, moi j'ai envie de lire la suite, quoi. Eh bien, on la lira. On la lira, de toute façon, je pense. On la lira. C'est une promesse. Les Ravencroft, tome 2. Oh. Et oui, donc juste une aparté totale, parce que du coup, c'est pas moi, c'est Azartov qui met le sujet sur le grill. Ouais. La Reine des Neiges 2. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a, j'ai pas posé la question, mais est-ce qu'il y a aussi une chanson, La Libérée délivrée, qui déchire sa race ou pas? Je sais pas. Je n'en suis pas encore là. J'ai pas encore été le voir. Azartov, est-ce qu'il y a une chanson qui nous déchire comme ça, pareil, sur La Reine des Neiges 2? Ça y est, j'ai bien niqué. Toute la nuit, on en chantera. Alors, donc, les Ravencroft, tome 2, donc, de chez Kramiak, par David Ekali. Et excusez-moi, je suis presque perdu. Pourquoi? Je cherche le deuxième Brancati. Voilà, David Ekali, dont on parlera dans une vidéo sur Facebook avec un de ses éditeurs de livres jeunesse. L'éditeur et l'Élan Vert que tous les instituts connaissent. Voilà, qui a fait quelque chose qui a l'air très très intéressant. Voilà. Donc, sur Facebook en vidéo. Donc les Ravencroft, tome 2, donc on suit les aventures donc, de Ashley et Joyce, des frères, et un frère et une sœur en fait, parce que c'est pas des frères. Joyce, c'est... Enfin bon. Un frère et une sœur. C'est bien. Ils ont perdu leurs parents dans le premier tome. Leurs parents, donc, avant de partir et de mourir dans un accident d'avion, tristement, leur ont envoyé 5 statuettes et un message secret. Fin du tome 1, on leur a piqué les statuettes, et là, du coup, on se retrouve dans le tome 2. Oh, mais qu'est-ce qui a bien pu voler les statuettes? On va se retrouver avec une sorte de secte occulte qui va essayer donc de sans doute détruire le monde. Pendant ce temps, Ashley et Joyce vont partir sur des fausses pistes, des vraies pistes, aller à la bibliothèque finalement pour décoder le message secret qui leur donnera tout l'allant et les informations pour finalement avoir le pompon de la carotte, quoi. Et bon, ben voilà, ok, l'aventure est finie, ils ont sauvé le monde, ils ont réussi. Graphiquement, c'était inégal déjà sur le premier tome, et ça l'est toujours sur le deuxième. Et au niveau du scénario, je trouve que la fin est un peu bancalette, quoi. C'est un peu envoyé. Un peu bancal de la galette. Ah, non, bancalette. C'était pardon. C'est titre si tu veux. Voilà, j'ai trouvé ça un peu bancal en fait sur la fin, avec des personnages voilà qui,
pour te faire simple, j'ai eu l'impression de faire un scénar de Cthulhu où, en fait, heureusement qu'il y a eu Papy Légende que tu as croisé à la bibliothèque qui t'a filé les infos pour que tu puisses clôturer le truc, quoi. Est-ce que tu aurais la couverture par hasard? Non, parce qu'on n'a pas le tome. Si, voilà, j'ai la couverture. Ça te va? Ah, Voilà. tu veux dire la mettre sur la. Ouais, excusez-moi, les gars. Je pouvais pas faire le jingle non, à la je- bouche et voilà. Hein. Mais je l'ai pas fait à la bouche, d'ailleurs. Bah voilà, une impression un peu de déception. Je vais pas vous spoiler la fin pour vous dire exactement ce qui se passe, mais Bon, déjà, c'est capillotracté, quoi. Voilà, vraiment, et c'est un peu On sent bancal. que c'est pas une BD de chez Glénat, quoi. Bah non, c'est Kramiak. Ouais. comme pas ils sont tout. mauvais. Ouais, je trouve que. Alors, déjà, c'est une histoire qui se tient en 2 tomes, ce qui, en soi, pour moi, est une forme de qualité. Et le dessin, moi, j'adore. J'accroche totalement au dessin. Je trouve. La Bible aussi, hein, c'est en 2 tomes. Hein. Non, ouais, je trouve pas ces inégalités. Ouais, alors, j'en ai pas souvenir. Si, c'est en 2 tomes. Un ancien, un nouveau, mais Ouais. c'est 2 tomes, finalement. J'adore ces références purement adéquates. Hein, c'est. À propos. Pour un culte de Satan, bah, ça peut passer, finalement. Après, ça m'a beaucoup fait penser aux Orphelins Baudelaire, sur l'ambiance, sur ce qui avait été créé, même si j'ai pas fini de voir la série, que je trouvais sympa quand même. En moins barré, parce que les Orphelins Baudelaire, il y Ça a part un côté, complètement dans tous les sens. ouais, ce que j'aime beaucoup, hein. Mais en moins barré et en moins érudit, parce que les Orphelins Baudelaire, en plus d'être barré, c'est très très érudit. Et je trouve que c'est une histoire qui tient la route, qui est sympathique, qui vaut le coup. Je t'avoue, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai pas souvenir d'avoir passé un mauvais moment, quoi. C'était Merci pour bien. cette intervention. Non, mais- Moi, je trouve que la fin est un peu bancale. Ouais, enfin, moi, je m'en souviens pas, mais je trouve quand même que c'était bien. Ah, Non. bon, ben ça va alors. Bah écoute, non, mais si tu te souviens pas de la fin, mais que tu l'as pas trouvé bancale, alors c'est. Je te parle de mes souvenirs. Si le truc avait été, j'avais vraiment trouvé le truc bancal, je l'aurais remarqué, je l'aurais notifié. Vous nous abreuvez de chiffres, mais moi, globalement, je trouve ça bien. Voilà. Disons que ça peut fonctionner avec des gosses, mais que pour moi, oui, je trouve ça sympa, mais pas mémorable, quoi. Voilà. La Oui, cible, mais c'est je qui te- Ouais, les enfin, gosses. ouais, voilà. C'est les gosses, c'est ça. C'est pour ça, j'étais pas la cible. Non, pareil, non, parce qu'il y a des trucs qui marchent avec tout le monde, mais non, mais je te rejoins, hein, je suis d'accord, c'est pas mémorable. Par contre, moi, le dessin, non, j'adore, je vois pas. Ah, si, non, il y a des moments où j'ai retrouvé du. Il y a des passages où tu as les dessins qui ressemblent à. Grand Cathy Non. Oh putain, Étienne. Tavodo Non. Pas Davodo, déconne pas non plus. Jean-Louis. Non, pas Jean-Louis Etienne non plus. Allez vous faire. Mais sérieusement, les gars, vous ne me dites pas du tout. Vieille bruyère et bas de soie. Étienne, c'est son Ah, nom de famille. Il n'y a que ça. C'est son nom de famille et c'est quelque chose Étienne, je suis d'accord. C'est ça. C'est son nom de famille, c'est Étienne. Voilà. Et du coup, tu as vraiment des personnages qui ont des gueules. Quoi. Le flic. Qui va d'ailleurs sortir une BD bientôt. Le Bobby's, chez il- Soleil. Le Bobby's, il a une gueule de. je trouve David que- Willem. Étienne Willem. Ah non, c'est son prénom, Étienne. Bah, zut. Voilà. Et du coup, ils ont des belles gueules, c'est vrai, mais il y a des moments où tu te retrouves avec des plans sur Ashley et Joyce où, enfin, je veux pas être méchant non plus, mais parce que du coup, je vais faire mon Tisac, mais j'ai trouvé que les visages sont ratés, quoi. Je retrouve pas les 2 gamins que j'avais dans quelques planches avant. Il y a des cases qui m'ont fait, voilà, ça m'a fait bisquer, quoi. Ça m'a fait, non, c'est pas ça. Voilà, point. Après, maintenant. Ouais. Ouais, Maintenant. on est très loin du coup de cœur quand même, je suis d'accord avec toi, Ok. Bon, bien, merci pour cet avis. Je dois Les demander Ravencroft, si tu as donc, un bouquin que j'ai pas lu ou pas où tu as l'habitude, hein, tu peux le faire On si peut le tu faire veux. Bon, ok. Tu sais fait ça super bien en plus. Ouais, hein. d'habitude, ouais. Ça Ouais, passe. vas-y. Allez, donne ton avis, voir, sur le truc que tu veux voir. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, dans votre description, j'ai trouvé effectivement que ça ressemblait aux Orphelins de Baudelaire. Comme tu l'as dit, Pierrick, en beaucoup moins barré. Maintenant, concernant le dessin, je m'en fous. Voilà. Mais merci pour cet avis éclairé. Nous sommes ravis de ta présence. Il est temps, je pense, maintenant pour nous de bien réfléchir et de bien nous préparer à faire le jingle complet. Putain, À la c'est pas- bouche. C'est-à-dire qu'en gros, là, je vais commencer à faire les remerciements, dire aux gens d'aller sur Facebook. Il faut que vous le fassiez pas fort, en arrière-plan. Alors, tu peux baisser vos 2 micros si tu veux le faire, tu vois, tu peux le faire en live.
Voilà. Et donc, merci de nous avoir écoutés. C'était un grand plaisir de faire cette émission à la bouche. Nous avons adoré être avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Ça nous fera grand plaisir. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à parler de nous sur iTunes et surtout à nous soutenir sur Tipeee, car on a besoin de sous sur Tipeee pour que ce soit autre chose que ces voix de merde qui vous fassent ce générique. Merci. Ciao, ciao. Motus. Pardon. Oh, merde, c'était pas ça.